XXV. L'embarras de voiture. René de kervoz avait coutume d'entrer chez son oncle par la rue Saint-Jacques. Il possédait une clef du passage secret. Georges Cadoudal avait réglé cela ainsi, afin que le fils de sa soeur ne fût pas compromis en cas de mésaventure. En quittant la rue Saint-Louis en Lile, René s'était lancé à pleine course vers le pont de la Tournelle, sans s'inquiéter s'il était suivi. La fièvre lui donnait des ailes. Jean Pierre se faisait vieux, et Germain Patou avait de courtes jambes. Quoiqu'ils fissent de leur mieux l'un et l'autre, ils perdirent René de vue aux environs de l'Hôtel-Dieu. Les agents de M. Berthellemot venaient par derrière, suivis à une assez grande distance par M. Barbaroux, officier de paix, qui était d'humeur pitoyable et nourrissait la crainte légitime d'avoir gagné cette nuit quelque mauvais rhumatisme. Le jour était désormais tout grand. En arrivant à l'endroit où ils avaient perdu la vue de René, l'étudiant et Gâteloup se séparèrent, prenant chacun une des deux voies qui se présentaient. Jean Pierre continua le quai et Patou monta la rue Saint-Jacques. C'était cette dernière route que René avait choisie, mais il était désormais de beaucoup en avance et Patou ne pouvait plus l'apercevoir. René s'introduisit, comme nous l'avons vu, à l'aide de la clef qu'il portait sur lui. En entrant de ce côté, la chambre où se trouvait la comtesse Marcian Gregoryi était la troisième. Sur le guéridon de la seconde, une paire de pistolets chargés traînait. La maison, du reste, était pleine d'armes. René prit en passant un des deux pistolets et l'arma avant d'ouvrir la dernière porte. Comme Germain Patou atteignait, toujours courant, le haut de la rue Saint-Jacques, il aperçut une grande cohue de peuple massée dans la rue Saint-Hyacinthe. Cette foule était en train de pénétrer dans la maison numéro 7, où l'on avait entendu un cri d'appel, puis un coup de pistolet. Germain Patou entra avec les autres. René était encore debout, le pistolet à la main. Patou s'agenouilla auprès de la blonde, qui était splendidement belle et semblait dormir un souverain sommeil. Il lui tâta le coeur. Le sien battait à rompre les parois de sa poitrine. Quelqu'un connaît-il cette femme demanda-t-il. Comme personne ne répondait, il ajouta qu'elle soit portée à la morgue du marché neuf, qui a ouvert aujourd'hui même. Puis il dit à René, espérant ainsi le sauver, citoyen, vous allez me suivre. Son dernier regard fut cependant pour la comtesse Marcian Gregoryi, et il pensa l'aurais-je aimée, l'aurais-je haïe? Mon scalpel, désormais, peut aller chercher son secret jusqu'au fond de sa poitrine. Au bas de la rue Monsieur-le-Prince et dans la rue de l'Ancienne Comédie, une autre foule roulait comme une avalanche, criant au chouan, au chouan, arrêtez Georges Cadoudal. Quoiqu'il semblât que toutes les maisons eussent vomi leurs habitants sur le pavé, les fenêtres regorgeaient de curieux. Le cabriolet de Georges Cadoudal avait rencontré un premier obstacle à la hauteur de la rue Voltaire. Deux charrettes de légumes se croisaient. Enlève ordonna Georges. Les deux charrettes culbutées lancèrent leur pauvre diable de conducteur dans le ruisseau. Et le cabriolet passa. Les gens qui étaient devant commencèrent à s'émouvoir, bien qu'ils n'eussent aucun soupçon. Ils crurent à un cheval fou, emporté par le mort aux dents, et des attroupements secourables se formèrent pour barrer la route. Mal leur en prit. Place commanda Georges, qui s'était levé tout debout dans le cabriolet. Comme on n'obéissait pas assez vite à son gré, il arracha le fouet des mains du cocher et allongea de si rudes estafilades que la route, en un instant, redevint libre. Mais la rumeur qui venait par derrière se faisait si forte qu'on l'entendait gronder au loin. Nous n'irons pas longtemps comme cela, monsieur Morinière, grommela le cocher. Nous irons jusqu'à Rome si nous voulons, répliqua Cadoudal. Penses-tu qu'un homme comme moi sera arrêté par de faillis parisiens? Allume, mon gars, ajouta-t-il en lui rendant son fouet, et n'aie pas peur. En abordant le carrefour de l'Odéon, le cocher fut obligé de freiner. Il y avait une lourde voiture en travers. Passe dessus ou dessous cria Georges, qui regardait en arrière. Et il se mit à sourire, saluant de la main ceux qui le suivaient en criant
Au chouan! Au chouan! Arrêtez l'assassin! Du carrefour de l'Odéon à l'endroit où la rue de l'Ancienne Comédie s'embranche aux rues Dauphine et Mazarine, il n'y eut point de nouvel obstacle, mais là, un véritable embarras de véhicules barrait complètement le passage. Arrête, bonhomme, dit Georges. Autant vaut jouer sa dernière partie ici qu'ailleurs. Pichegru et Moreau sont tombés, par leur faute, vivants tous deux. Moi, je ne tomberai que mort, et j'aurai fait de mon mieux. Il se leva de nouveau tout debout, dégagea les 2 épées et rangea sous les coussins 3 paires de pistolets qu'il avait sous ses vêtements. Ceux qui le poursuivaient approchaient. Il tendit la main au cocher. Va-t'en, garçon, lui dit-il avec une cordiale bonne humeur. Le reste ne te regarde pas. Si la rue se dégage, je conduis aussi bien que toi, et ils ne me tiennent pas encore. Le cocher hésita. J'ai 3 enfants, dit-il enfin, et il sauta sur le pavé pour se perdre dans la foule. La foule se massait, devinant déjà un spectacle extraordinaire. Georges releva complètement la capote du cabriolet. Un instant, le voyant ainsi au milieu de cette foule, vous eussiez dit un de ces joyeux charlatans de nos foires parisiennes sur le point de commencer son travail. Son travail, en effet, allait commencer. Il dépouilla vivement le surtout qu'il portait et parut vêtu d'une sorte de jaquette, en drap fin, il est vrai, mais rappelant exactement la coupe de la veste des gars d'Auray. Au côté gauche de cette veste, il y avait un cœur brodé en argent. Au chouan! Au chouan! Arrêtez le chouan! Cette fois, ce fut une grande clameur qui partait de tous les côtés à la fois. Georges prit son fouet à la main. Il s'en servait bien, et il est à propos de dire que le fouet, emmanché à un bras morbihanais, devient une arme qui n'est point à dédaigner. J'ai vu au gros bourg de la Gacilly, sur la rivière d'Oust, des combats au fouet, tournois bizarres et sauvages qui laissent des blessures plus profondes assurément que celles des sabres savants usités dans les querelles universitaires de l'Allemagne. Le fouet de Georges fit un large cercle autour de lui. Que me voulez-vous, bonnes gens? Demanda-t-il, imitant avec perfection l'accent de Basse-Normandie. Je suis Julien Vincent Morinière de mon nom. Je vends des chevaux par état. Je n'ai fait de tort ici à personne. Chouan, répliqua de loin Charlevoy, qui se tenait à distance, tu t'es dépouillé trop vite. C'est pourtant vrai, murmura Georges en riant. Il va sans dire qu'il ne perdait point de vue son cheval, surveillant toujours l'embarras qui avait fait obstacle à sa course. De l'autre côté de l'embarras, rue Dauphine, la foule grossissait à vue d'oeil. Il y eut un moment où l'effort de sa curiosité rompit l'embarras et ouvrit un passage au beau milieu de la voie. Il exécuta un second moulinet pour assurer ses derrières et, touchant légèrement les oreilles de son cheval, il cria « Hi, Bijou, passe-partout, nous avons affaire à la foire !» Les spectateurs étaient là, comme à la comédie. Paris s'amuse de tout, et sur 100 badauds, il n'y en avait pas 10 pour croire à la présence de Georges Cadoudal. Malgré la veste bretonne, malgré le cœur chouan, les 9/10 des assistants doutaient. Ce gros gaillard avait l'air si bonne personne, et la police s'était si souvent trompée. Le cheval s'enleva avec sa vigueur ordinaire, tandis que Georges, toujours debout, commandait « Gare, bonnes gens, je ne réponds pas de la casse !» Le cheval passa, mais la voiture s'engagea entre la caisse d'un fiacre et la roue d'une grosse charrette qui était en train de tourner. « Foi de Dieu !» dit Georges, « nous voilà engravés, mais nous sommes ici comme dans une redoute. » Un coup de pistolet, le premier, partit derrière lui et abattit son chapeau. « Plus bas !» fit-il en se retournant et en abattant d'un coup de feu l'homme qui tenait encore l'arme fumante à la main. Les agents reculèrent encore une fois, tandis que les badauds, essayant de fuir, produisaient une presse meurtrière. On n'entendait plus que les cris des femmes et des enfants. Georges, qui avait ouvert son couteau, coupa les 2 liens de cuir qui rattachaient le cheval au brancard, et dit avec beaucoup de calme à ceux de la rue Dauphine « Citoyens, voulez-vous livrer passage à un brave homme ?» Il y eut de l'hésitation parmi les curieux. Georges se retourna pour faire tête aux agents, qui essayaient de monter dans les 2 véhicules voisins.
il tira 2 coups de pistolet et fut blessé de 3 projectiles, dont l'un était une bouteille, partie du cabaret qui faisait le coin de la rue de Bussy. Quand il regarda de nouveau devant lui, les rangs s'étaient notablement éclaircis, mais ceux qui restaient semblaient décidés à tenir tête. Entre autres, un groupe de militaires avait dégainé le sabre. On put entendre, en ce moment, des coups de feu dans la rue de Bussy. C'était le capitaine L et 3 de ses amis qui prenaient les agents à revers. En même temps, un homme de haute taille et coiffé de cheveux blancs fendit la presse qui encombrait la rue Saint-André-des-Arts. Il bondit en scène, brandissant un sabre qu'il venait d'arracher à un soldat du train de l'artillerie, lequel le poursuivait en criant. Nous avons vu que Jean-Pierre Sévérin, au lieu de prendre la rue Saint-Jacques, comme son compagnon Germain Patou, avait continué de longer le quai. Tout ce que nous venons de raconter s'était passé avec une rapidité si grande que Jean-Pierre Sévérin ne faisait que d'arriver, quoiqu'il eût toujours marché d'un bon pas. De la rue Saint-André-des-Arts, il avait reconnu, au beau milieu de la bagarre, l'oncle de René de Kervoz, debout dans sa voiture et faisant le coup de feu. L'idée lui vint soudain que ceci était une suite de l'erreur de M. Berthellemot, confondant M. Morinière, le maquignon inoffensif, avec Georges Cadoudal, qui voulait tuer le premier consul. Aucun de nous n'est parfait. Tout homme tient à son opinion, surtout les chevaliers errants, dit-on, et Gâteloup était un chevalier errant. Sa vie s'était passée à défendre le faible contre le fort. Dans sa pensée peut-être, car il était subtil à sa manière, le danger de Morinière se rattachait à quelque piège tendu par la comtesse Marcian Gregoryi. N'avait-il pas été pris lui-même, lui Gâteloup, au cabaret de la pêche miraculeuse, pour un des assassins du chef de l'État? Il apaisa le soldat du train en lui jetant son nom, connu dans toutes les salles d'armes de tous les régiments, et lui dit « On va te rendre ton outil, mon camarade. Prête-le-moi 5 minutes si tu es un bon enfant. » Et, attachant rapidement sur sa poitrine le cœur d'or que nous connaissons, il s'écria « Holà! Y a-t-il quelqu'un pour se mettre du côté de papa Gâteloup ?» 10 voix répondirent dans la foule « Présent, monsieur Sévérin, on y va !» Et les militaires qui barraient le passage du côté de la rue Dauphine remirent l'épée au fourreau. Gâteloup, cependant, abordait le cabriolet par devant. Il comprit la situation d'un coup d'œil et acheva de dételer le cheval. Georges le regardait stupéfait. Quelques hommes protégeaient déjà les derrières de la voiture, où les agents de police résistaient mollement à une vigoureuse poussée. « Compère Sévérin, » dit Georges en montrant du doigt le coeur que le gardien portait sur la poitrine, « est-ce que vous êtes aussi pour Dieu et le roi ?»« Pour Dieu, oui, monsieur Morinière, » répliqua Gâteloup, « mais au diable le roi. Montez à cheval et prenez la clé des champs. Je me charge de retenir ceux qui vous pourchassent. » Georges fronça le sourcil. Gâteloup le regardait en face. « Ah ça, grommela-t-il, vous avez une drôle de figure aujourd'hui, compère. Seriez-vous vraiment Georges Cadoudal ?» « Vieil homme, » répliqua Georges, qui ne riait plus, « je vous remercie de ce que vous avez voulu faire pour moi. Soignez mon neveu, qui n'est pas cause et qui aime peut-être ce que nous combattons, là-bas, devers Sainte-Anne-d'Auray, la noble terre où je suis né. Je ne suis pas normand, je suis breton. Je ne suis pas Morinière le Maquignon, je suis Georges Cadoudal, officier général de l'armée catholique et royale. Je ne suis pas un assassin, je suis un champion arrivant tout seul et tête haute contre l'homme qui a des millions de défenseurs. Écartez-vous de moi, votre chemin n'est pas le mien. » Gâteloup baissa la tête et s'éloigna sans mot dire. Georges se redressa, passa 2 des 4 pistolets qui lui restaient à sa ceinture et prit les autres, un dans chaque main. « Qu'on se le dise !» cria-t-il de toute la force de sa voix. « Je suis le chouan Cadoudal et je viens combattre celui qui veut se faire empereur !» Ce ne furent plus seulement les agents de police, ce fut la foule entière qui se rua en avant. Paris entier était amoureux du premier consul. Georges déchargea ses 4 pistolets et saisit les épées. La première se brisa avant qu'on fût maître de lui. Quand il tomba, chargé de sang de la tête aux pieds, il n'avait plus dans la main qu'un tronçon de la seconde. La dernière blessure qu'il reçut lui vint d'un garçon boucher,
qui le frappa avec le couteau de son étal. Il n'était pas mort. Les agents n'osaient l'approcher. Ce fut le même garçon boucher qui lui jeta au cou la première corde. 5 minutes après, au moment où la charrette qui avait arrêté le cabriet de Georges Cadoudal l'emmenait, garrotté, à la conciergerie, un homme parut au milieu des agents qui formaient le noyau de la foule immense rassemblée au carrefour de Bussy. Voilà comme je mène les choses, dit cet homme, qui se frottait les mains de tout son cœur. Tiens, fit Charlevoy, on ne vous a pas vu pendant l'affaire, monsieur Barbaroux. Je crois bien, dit M. Berthellemot en fendant la presse. Il n'y était pas. Il n'y avait que moi. Mes enfants, je suis content de vous. Nous avons fait là un joli travail. Tout était combiné à tête reposée, j'avais pris des notes, parole mignonne. M. Berthellemot était en train de faire craquer un peu les phalanges de ses doigts, quand un autre organe plus majestueux prononça ces mots. Rien ne m'échappe. Il fallait ici l'œil du maître. Je suis venu au péril de ma vie. Monsieur le préfet, balbutia le secrétaire général. Ces deux fonctionnaires, en vérité, semblaient être sortis de terre. Pendant qu'ils se regardaient, le secrétaire général penaud et jaloux, le préfet triomphant, un troisième dieu, sortant de la machine, passa entre eux et fit la roue. Mes chers messieurs, dit le grand juge Régnier avec bonté, j'avais pris toutes les mesures. Je vous remercie de n'avoir pas jeté de bâton dans mes roues. Je vais aux Tuileries faire mon rapport au premier consul. Hé, hé, mes bons amis, il faut du coup d'œil pour remplir une place comme la mienne. Quand Régnier, futur duc de Massa, entra au château, il rencontra dans l'antichambre Fouché, futur duc d'Otrante, qui le salua poliment et lui dit « Le premier consul, c'est tout, mon maître. Eh bien, il m'a fallu mettre la main à la pâte. Sans moi, vous n'en sortiez pas. » Fin du chapitre 25. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en avril 2011.